Dakar7.com, site d'actualité nationale et internationale, maintenant à portée de main, 24 heures sur 24. Retrouvez toute l'actu sport, politique, culture, économie, revues de presse et même vos séries préférées. Téléchargez l'application dès maintenant pour rester au fait de l'actualité. Disponible sur Android et Apple Store. Je lis dans votre question, est-il possible qu'une femme avec un tel profil puisse présider un pays comme la France ? Vous imaginez l'espoir et la confiance que je peux porter en ce pays en me présentant à l'élection présidentielle. La France, a connu, a expérimenté des députés, des ministres d'origine africaine. Pourquoi donc s'étonner aujourd'hui qu'une personne venue de ce continent puisse un jour présider aux destinées de la France? Ce ne serait que la suite logique de l'histoire. En vérité, c'est l'inverse qui est surprenant. C'est incroyable que ce soit les États-Unis qui aient fait élire Barack Obama et la France, autre pays à dimension universelle, a regardé cela avec fascination alors que c'est elle qui aurait dû réaliser cela. Je rappelle quand même qu'il y a même pas 50 ans, les Afro-Américains qui se faisaient pendre sur les arbres venaient se réfugier à Paris, où nous avions connu des Senghor, des Blaise Diagne. Et donc moi je suis l'héritière de cette histoire-là. Je suis dans la continuité d'une histoire où des combats ont été menés pour l'égalité, pour l'intégration, pour la justice. Je crois la France être un pays suffisamment ouvert. C'est son identité, c'est son ADN, c'est le pays de la Révolution française, c'est le pays des droits de l'homme, pour justement élire, une femme qui ressemble de plus en plus d'ailleurs à la société française. Un pays fracturé, en crise existentielle, qui s'interroge sur le devenir de sa nation. Est-ce que nous avons envie de continuer ensemble? La pression des attentats terroristes amène certains, il est prêt à désigner des coupables. Mais ce sont nos propres enfants qui frappent la France. Ce ne sont pas des étrangers, ce ne sont pas des immigrés, ils sont français, ils sont nés en France, ils sont de citoyenneté française. Et donc il est un moment où il faudra bien que les bonnes volontés portent un discours de réconciliation nationale. Et je ne suis pas gênée si ma candidature est considérée comme un point de convergence de cette espérance-là. Je suis pour leur signature. Je vous dirais qu'il est urgent d'attendre, parce que cette affaire-là n'est pas encore très clarifiée. Des deux côtés d'ailleurs. Si je me situe du point de vue de la France, le seul où je suis légitime finalement à m'exprimer, je dirais que, il fallait sortir évidemment, prendre acte de l'échec relatif des accords de Lomé et de Cotonou et engager un nouveau cycle. Est-ce celui-ci? Il y a beaucoup de problèmes à régler, beaucoup de défis à relever, un calendrier à préciser, beaucoup d'États qui sont engagés, qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts, des deux côtés d'ailleurs, de la Méditerranée. Nous avons une situation en France qui est très difficile pour les agriculteurs français. Ce sont des agriculteurs qui ne vivent pas de leur travail, et ils le regrettent. On les a obligés à vivre des subventions de la PAC. Ce système ne pourra pas durer, ils le savent, ils sont très inquiets. Le résultat de tout cela, de ce système très productiviste, finalement, a été de déclasser la France comme puissance agricole, passer de la première à la cinquième. Les agriculteurs français sont de fait très inquiets. Et je ne suis pas sûre qu'ils seraient favorables à un abaissement des tarifs douaniers ou des douanes des obstacles non tarifaires qui aujourd'hui sont en discussion parce qu'ils ont peur aussi d'une concurrence contre laquelle ils ne pourraient pas faire face. Donc il y a beaucoup de choses à faire d'abord chez nous, du côté français, et puis les autres pays européens n'ont pas non plus les mêmes intérêts. Donc du côté africain c'est pareil, il y a plusieurs pays qui sont en cause, certains signataires, d'autres non, donc c'est une réalité très diverse. Ce qui suppose du coup, à mon avis, de ne pas se précipiter encore et puis de lever certains obstacles, certaines appréhensions pour permettre un système d'échange beaucoup plus solidaire
efficace pour les uns comme pour les autres. Je crois que l'utopie est belle, la démarche est souhaitable. Maintenant, tout est dans les modalités. Et comme le diable se cache dans les détails, il convient effectivement de poursuivre la réflexion, la discussion, pour que chacun en sorte gagnant. Ça a été très éprouvé ces dernières années par la violence des attentats. Cela a créé de la peur, c'est vrai. Mais aussi le pays a une formidable capacité de résilience, de résistance. Ces attentats ont mis à l'épreuve l'unité de la nation française, clairement. Certains veulent des coupables, à travers la figure du musulman, qui est souvent d'ailleurs d'origine dans cet esprit-là, malgré tout. Et je crois que la question ne se situe pas seulement là. Tout le débat autour de l'islam, sa compatibilité ou non avec la République, ses valeurs, avec la laïcité, est un débat passionnant, mais c'est aussi un débat qui donne aux pompiers pyromanes un rôle incendiaire. Et donc il faut être très prudent dans une période comme ça. Daesh, qui est commanditaire de la plupart de ces attentats, n'attend qu'une chose, c'est que les fractures internes de la société française se creusent. Donc il ne faut pas leur donner cette satisfaction-là. Donc c'est une épreuve, clairement, pour la nation française, déjà lassée par, éprouvée par divers épisodes, comme les émeutes en banlieue en 2005 par exemple. Mais cette affaire-là ne concerne pas seulement les jeunes issus de l'immigration, comme on dit. D'ailleurs, sont-ils encore issus de l'immigration puisqu'ils sont nés en France et qu'ils le sont français depuis plusieurs générations souvent. Mais ça touche la jeunesse dans son ensemble. Nous avons vu émerger des apprentis terroristes dans les campagnes françaises. C'est donc une jeunesse déstructurée qui a besoin d'utopie, parce qu'elle soit mortifère, qui a besoin de sortir d'une forme de déshérence créée par une crise économique lancinante. C'est une génération de la précarité. C'est une génération qui finalement est le produit d'un système scolaire en délabrement, d'une crise économique qui dure, d'une précarité constante. C'est une génération aussi courageuse parce qu'elle vit avec ça. Et pour certains, les moins structurés, les plus fragiles, eh bien, ils trouvent leur utilité dans ce type d'aventure sanguinaire. Donc il ne s'agit pas seulement dans cette histoire-là de bombarder, pas simplement les territoires en Syrie et en Irak, parce qu'on ne vainc pas une idéologie par les bombes. Il ne suffit pas seulement aussi de répondre par la justice et par la police, par la sécurité, tout cela est nécessaire. Mais il y a un travail de long terme qui nous attend, qui durera 10, 15, peut-être 20 ans, voire plus, qui est de priver Daesh de ses terreaux de recrutement. Nous avons en France 1436 quartiers populaires où le taux de chômage atteint des niveaux largement supérieurs à la moyenne nationale, où ceux qui vivent dans le seuil de pauvreté sont beaucoup plus importants que la moyenne nationale, où la ghettoisation, voire une forme d'apartheid par la ségrégation territoriale scolaire est importante. Il va donc falloir, pour priver Daesh de ses terreaux de recrutement, répondre à tous ces défis. Et ça, c'est un travail de long terme. Et j'aimerais d'ailleurs que dans cette campagne présidentielle, on parle de ça. La réponse par l'éducation, la réponse par la déghettoisation de certains quartiers populaires, la réponse par la lutte contre les discriminations, la réponse aussi par la laïcité. La laïcité qui ne doit pas être regardée comme la liberté de faire n'importe quoi, mais qui ne doit pas être regardée non plus comme l'interdiction des religions. La laïcité, c'est d'abord du droit, des principes de vie qu'on a en commun, qui n'interdit pas la religion, mais qui ne laisse pas non plus faire n'importe quoi. Et donc, nous avons aujourd'hui un défi majeur, c'est celui de rebâtir une nation sur des principes communs. Et c'est pour ça que cette élection présidentielle est importante. Je n'aurais peut-être pas pu être candidate à la précédente élection ou à la suivante, parce que c'est aujourd'hui que je me sens utile
parce que moi je suis à la convergence d'une histoire française qui me permet de comprendre ces jeunes-là dans ce qu'ils vivent, dans leur quotidien, mais en même temps, je comprends aussi de quoi la nation française a besoin pour rester une grande nation. Et donc voilà, au milieu de tous ces candidats qu'on a déjà vus et revus, qui n'ont pas de réponse, qui ne comprennent pas la société française, j'aimerais avoir la possibilité de pouvoir présenter ce projet qui ne sera, disons, qu'une étape dans un long chemin de reconstruction d'un pays profondément blessé aujourd'hui. Monter les moyens pour les opérations de sauvetage en mer, c'est il faut une réponse immédiate, parce qu'on ne laisse pas les gens couler, se noyer. Et donc il faut renforcer les moyens de sauvetage. Ça, c'est une priorité. Il n'est pas certain que les opérations Mare Nostrum et autres aient apporté au niveau européen les moyens suffisants. Ça, c'est la première chose. On ne laisse pas les hommes, et les femmes et les enfants mourir dans cette Méditerranée qui est devenue un cimetière. Je ne vous rappelle pas les chiffres absolument effrayants. Moi, j'ai été visiter Calais et Grande-Sainte, qui sont des camps de réfugiés qui abritent, entre guillemets, des milliers de personnes. Quand quelqu'un veut partir parce qu'il fuit la misère ou une situation politique liberticide dans son pays, il n'y a pas grand-chose qui peut l'arrêter. Donc aujourd'hui, personne n'a de parrainage. Mais il n'empêche que comme je suis une candidate indépendante, c'est-à-dire qui n'est pas rattachée aujourd'hui à la gauche et à la droite, c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas dans les primaires, je porte avec la France qui ose une candidature transpartisane avec des formations de droite, de gauche, bref, une candidature de renouvellement. Moi je ne peux pas attendre la période officielle pour aller chercher des promesses de parrainage. Et pour nos amis sénégalais ici, je voudrais indiquer à titre d'information que pour être candidat définitivement à l'élection présidentielle, il faut être parrainé par 500 élus locaux qui sont des maires, des conseillers régionaux, des conseillers généraux, des députés, des sénateurs, des députés européens, des présidents de communautés de communes, d'agglomérations urbaines. Et donc mon quotidien est concentré sur cette pré-campagne présidentielle, c'est-à-dire la quête de promesses donc de parrainage. Donc du matin au soir, je suis dans Côte d'Or, dans Lyon, je suis dans Saône-et-Loire, dans le Nord, l'Hérault. Alors je me suis un peu extirpée de tout ça là, ces derniers temps pour venir. Ça me change un peu. Mais il est vrai que c'est un impératif. Donc si vous connaissez des maires français qui peuvent me parler, d'autant plus qu'il faut en viser plus que 500. C'est là que le système politique pèse de tout son poids, et je ne suis pas naïve. Je n'ai pas peur du premier tour. Le premier tour, je peux être la surprise de cette élection. C'est-à-dire être le troisième homme, ou plutôt la femme, qui crée la surprise, et pas celle qu'on craint. Et il faut une femme en face de Marine Le Pen. Elle ne peut pas incarner le genre féminin dans la vie politique française. Ce n'est absolument pas possible. Ce ne serait pas français. Et donc, je me bats tous les jours pour passer cette étape-là. Mais il est vrai, comme je disais, je ne suis pas naïve, le système politique, dans son conservatisme, pèse de tout son poids au niveau des élus locaux. Moi, je m'adresse aux indépendants, et même sur les indépendants, pour les empêcher de parrainer les candidats alternatifs comme moi. Mais je fais confiance à l'intelligence des maires, je travaille à les convaincre sur un projet de fond, et j'en rallie tous les jours, des nouveaux. Donc voilà, le chemin nous conduira jusqu'à mars. C'est à ce moment-là que la liste définitive des candidats retenus en fonction de leur parrainage sera dévoilée par le Conseil constitutionnel. On n'en peut plus d'avoir les mêmes hommes politiques depuis 30 ans. Donc il faut du renouvellement. Et puis il faut allonger le quinquennat parce que c'est une période trop courte pour agir. Et l'aspect non renouvelable permet au président de ne pas être sous la pression de sa réélection. Ça, c'est la première chose pour les institutions. L'objectif, évidemment, c'est derrière d'enclencher tout un processus de renforcement de la participation citoyenne. Il faut reconnecter les citoyens français avec les élites politiques qui ont confisqué la démocratie. Donc, voilà, pratique référendaire, reconnaissance du vote blanc, limitation du cumul des mandats,
abolition de certains privilèges, transformation du Conseil économique et social en Conseil national des citoyens pour que les citoyens tirés au sort puissent participer au processus législatif à titre consultatif. Évidemment, demander aussi que les parlementaires puissent rendre compte de leur mandat à mi-chemin auprès des citoyens de leur circonscription tirés au sort également. Il faut une démocratie collaborative. Nous ne pouvons pas continuer avec un système de démocratie confisquée. Donc c'est la première chose, on rebâtit les institutions. Depuis quelques... Pardon ? Ça fait partie. Moi je suis sur un projet présidentiel d'innovation. Donc on fait de l'innovation aussi sur le plan politique, de l'innovation sur le plan sociétal, de l'innovation sur le plan économique. Sur le plan économique, il faut lancer ce chantier en commençant par la réforme des syndicats. Nous sommes en France, un pays où on ne peut pas réformer l'économie, le système, le travail, l'organisation du travail, parce que tout est bloqué par les syndicats. Donc, il ne faut pas prendre le risque de se lancer dans des réformes, de mettre tout le monde dans la rue. Donc, on change le système du dialogue syndical en renforçant le pluralisme syndical, c'est-à-dire qu'on est au-delà des 5 syndicats qui bloquent le pays, on en est d'autres, des nouveaux, qui tiennent compte d'autres problématiques plus adaptées à la société moderne, qui tiennent compte des transformations de la société. On renforce leur légitimité en enlevant le financement public et en faisant en sorte que leur financement soit basé sur la cotisation des salariés. Ils seront en plus beaucoup plus légitimes. Et une fois qu'on a réformé le dialogue syndical, on lance les chantiers de réforme économique. Je pense par exemple au fait à des dispositifs pour alléger les charges d'entreprise, parce que les entreprises n'en peuvent plus d'être écrasées sous les charges. Je pense par exemple à ce qu'on fasse confiance à la société civile, on réforme l'État en confiant aux associations, aux entreprises le soin de remplir des missions où l'État est en échec total, comme le placement des chômeurs, comme le soutien scolaire dans le public, ou encore la question écologique. Et puis je pense que la troisième chose que je ferai, c'est que je lancerai le chantier fondamental de l'école. Parce que l'école, ce sera un travail de refondation qui prendra 30 ans, et donc autant commencer tout de suite. En France, on a vidé le cerveau des gamins en renonçant à la transmission des savoirs. La transmission des savoirs, lire, écrire, compter, l'histoire, les mathématiques, les langues. On y a renoncé à ça, puisqu'on a préféré en faire des petits citoyens qui doivent s'exprimer à tort et à travers sur tous les sujets de société. Je suis Charlie, je ne suis pas Charlie, l'homophobie, l'égalité homme-femme, tout ça, c'est des sujets d'adultes. Et l'idée, c'est de leur donner, de transformer le ministère de l'Éducation nationale en ministère de l'Instruction publique, pour que le pays comprenne bien que l'enjeu pour les enseignants, qui sont aujourd'hui les parents pauvres de la politique éducative en France, c'est de transmettre des savoirs. C'est une mission suffisamment exigeante pour ne pas qu'on leur demande en plus d'éduquer les enfants. Ça, c'est le rôle des familles. Il faut bien séparer instruction et éducation. Et donc, c'est ainsi qu'on remplira à nouveau les cerveaux, et qu'on arrêtera de distribuer les diplômes en mentant aux jeunes, en leur faisant croire qu'avec ces diplômes, ils auront un travail. On a fait de la fabrique à chômage. Et je pense que les jeunes sont suffisamment mûrs aujourd'hui pour comprendre qu'il faut cesser de leur mentir et de leur donner une véritable instruction, celle qui leur permet d'avoir les clés de compréhension d'un monde de plus en plus compliqué. Et donc je commencerai là, je nommerai d'ailleurs au ministère de l'Instruction publique quelqu'un qui ne fait pas carrière politique, pour qu'il aille au bout de la réforme que nous avons entreprise. Dakar7.com, site d'actualité nationale et internationale, maintenant à portée de main, 24h/24. Retrouvez toute l'actu sport, politique, culture, économie, revues de presse et même vos séries préférées. Téléchargez l'application dès maintenant pour rester au fait de l'actualité. Disponible sur Android et Apple Store.